Des morts, des blessés, deux peuples se disputent la même terre et l'on ne sait plus comment tout cela a commencé. Voici la Palestine au XIXe siècle, telle qu'elle apparaît sur de très rares photographies. Voici Tibériade, en Galilée. Voici Naplouse, en Samarie. Haïfa. Et voici Nazareth. Et Jérusalem. L'orientalisme est à la mode, et les premiers photographes sont aussi des peintres, des artistes voyageurs venus d'Europe. Ils parcourent la Palestine et font poser ses habitants. Nous sommes en 1880. 15 ans plus tard, les débuts du cinématographe. Les opérateurs des Frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. À la fin du XIXe siècle, il y a 500 000 habitants en Palestine. 30 000 vivent à Jérusalem. Une femme voilée. Elle est musulmane sunnite, la religion majoritaire. Un juif orthodoxe. Lui aussi, il cache son visage devant la caméra. Il est pope, arménien. Tous les rites chrétiens ont leur église dans la ville sainte. Les lieux saints des trois religions sont rassemblés sur quelques centaines de mètres. La grande mosquée est tout près du tombeau du Christ. En contrebas, au pied du mur des lamentations, un juif récite une prière. Il porte un tarbouch turc. Il prie en hébreu, mais sa langue de tous les jours, c'est l'arabe. Les Juifs constituent la moitié de la population de Jérusalem. Mais dans tout le pays, ils sont moins de 5%. Les chrétiens sont 10%, les musulmans 85%. Ils sont tous sujets du sultan de Constantinople. Dans l'Empire ottoman, il n'y a pas de frontières, seulement un découpage administratif. Dans cet immense territoire, la Palestine ne représente que 27 000 km². 3 petits districts au sud de la province de Damas. Le même empire au XVIIe siècle. Entre-temps, il a perdu les Balkans. La France et l'Italie lui ont pris l'Afrique du Nord. L'Angleterre s'est installée en Égypte, à Aden, et même à Koweït, déjà. Mehmed V, le dernier sultan. Son empire est malade, il croule sous les dettes. Des officiers modernistes exigent des réformes. Dans les provinces, on parle d'indépendance. Le régime est aux abois. Alors, au nom du sultan, les gouverneurs érigent des potences. À Damas, à Beyrouth, en Palestine. Très loin de la Palestine, Saint-Pétersbourg. Un autre empire danse et brille de ses dernières lueurs. En 1881, c'est l'assassinat d'Alexandre II. Son petit-fils, Nicolas, sera le dernier tsar. C'est le début des troubles révolutionnaires. Les Juifs sont désignés par le régime tsariste comme la cause de tous les malheurs du peuple russe.
Ils étaient 5 millions en 1880. En l'espace d'une génération, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés. Pour échapper au pogrom, par centaines de milliers, ils vont fuir en Amérique. D'autres vont rester et s'engager dans la Révolution. Et quelques-uns, une poignée de jeunes romantiques, vont inventer le sionisme. À la fin du 19e siècle, ils sont 4500 colons juifs en Palestine. Ils veulent travailler la terre, créer un juif nouveau, saint de corps et d'esprit. Ils sont les premiers nationalistes juifs. On les appelle les amants de Sion. Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien. Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Ils vivent de la terre. Ils sont chez eux dans leur village. Mais tout cela va changer. Theodor Herzl. Il est né à Budapest, a grandi à Vienne et il est journaliste. Après l'affaire Dreyfus, il écrit: si même la France des Lumières veut la mort des Juifs, alors il faut que nous ayons une terre à nous, un État dont nous serons les maîtres. En 1897, il préside le premier congrès sioniste en Suisse. Il crée les structures d'un appareil politique efficace. Il s'est donné 50 ans, pas plus, pour réussir à fonder un État juif. Les sionistes ont maintenant une banque, une presse en plusieurs langues et une organisation mondiale dont la tâche essentielle sera d'acheter des terres en Palestine. Les acheteurs du Fonds national juif paient comptant, sans marchander. Ils ne ressemblent pas aux juifs du pays, leurs idées sont étranges, mais ils achètent toutes les terres qu'on leur propose, qu'elles soient fertiles ou rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. Certains refusent de vendre à de telles conditions, mais d'autres ne se font pas prier. C'est dans un village comme celui-ci que le premier kibboutz est né. Dans les archives du mouvement sioniste, cette histoire est racontée par 3 photos. Le village s'appelait Juni. Il est vendu et vidé de ses paysans. Les maisons de terre battues sont remplacées par des cabanes en bois, comme en Russie. Juni s'appelle maintenant Degania et l'aventure collectiviste commence. Un film de reconstitution nous montre les débuts d'un kibboutz. Une société exemplaire, où tout est mis en commun. Candeur révolutionnaire, soif de vérité et de justice, l'enthousiasme, mais aussi la fatigue, et parfois le doute. La première génération née au kibboutz apprend à tout partager, entre juifs. On leur apprend aussi que les Juifs, peuple sans terre, sont désormais chez eux, sur cette terre sans peuple. Mais il y a d'autres enfants en Palestine. En 1910, les Juifs ne constituent encore que 8% de la population. La même année, un jeune homme signe un premier article dans le journal du Parti ouvrier des Juifs de Palestine. David Green vient d'arriver de Pologne. Il commence sa carrière de militant sous le nom de David Ben-Gourion. Dans 40 ans, il sera le chef du premier gouvernement de l'État d'Israël.
Pendant que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, le Kaiser Guillaume II est reçu à Constantinople. Le sultan Mehmed V ne maîtrise plus vraiment le pouvoir. Son gouvernement le pousse à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne contre la France et l'Angleterre. C'est l'erreur qui lui coûtera son trône et son empire. L'erreur que les puissances occidentales attendaient pour donner le coup de grâce à l'Empire ottoman. Hussein, shérif de la Mecque, chef de la puissante famille des Hachémites. Pour vaincre les Turcs, les Britanniques ont besoin de lui. Ils lui promettent un grand royaume arabe, uni et indépendant, à condition de lancer la guerre sainte contre Constantinople. Envoyé en Arabie, un autre homme va jouer dans les coulisses de l'histoire. C'est un agent des services secrets britanniques, le colonel Lawrence. La légende et le cinéma l'ont consacré, Lawrence d'Arabie. Quelques rares images nous montrent Lawrence dans le désert. Lawrence reçu par Faisal, le fils du shérif. Faisal veut être roi de Syrie. Son ami Lawrence lui promet qu'il le sera. Ensemble, ils vont ouvrir aux Anglais la route de Damas. C'est la grande révolte des Arabes contre les Turcs. Nous sommes en 1916. Mais ni Lawrence, ni Faisal ne savent que les provinces arabes sont déjà partagées entre la France et l'Angleterre. Dans une chambre d'hôtel à Paris, deux hauts fonctionnaires se marchandent le Liban, la Syrie, l'Irak. Le français Georges Picot dessine en bleu. L'anglais Mark Sykes dessine en rouge. Pour la Palestine, ils prennent une troisième couleur. On en fera une zone internationale après la guerre. En 1917, l'armée britannique entre en Palestine par le sud. Ici, au fil des siècles, on a vu passer les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Turcs. Sur la route de Damas, c'est un nouvel empire qui arrive. Le 9 décembre, les Britanniques ajoutent un dernier joyau à leur couronne, Jérusalem. Le général Allenby franchit les portes de la ville. Par respect pour la sainteté du lieu, il est à pied et sans armes. Mais déjà, les conquérants percent sous les libérateurs. 3 semaines plus tôt, une petite lettre avait dévoilé leurs intentions. Signée par le ministre britannique des Affaires étrangères, cette lettre est devenue célèbre sous l'appellation de déclaration Balfour. Elle annonce à la communauté juive britannique que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. David Ben Gourion, qui avait été expulsé par les Turcs, apprend la nouvelle à New York. Il revient aussitôt en Palestine et s'engage dans l'armée britannique au sein d'une légion juive. Les premières légions ont été créées en 1915 par Zev Jabotinsky, un grand orateur, un militaire et un idéologue. Il deviendra le maître à penser de la droite israélienne. Pour les Arabes de Palestine, la déclaration Balfour est le premier signe d'une trahison britannique. Ils s'organisent. En 1919, c'est la réunion du premier congrès national palestinien, l'ancêtre de l'OLP. Le président du congrès est Moussa Kazem al-Husseini, le doyen d'une grande famille de notables de Jérusalem. Son jeune cousin, Amin al-Husseini, va devenir le premier grand leader du nationalisme palestinien. En 1921, il est grand moufti de Jérusalem et président du Conseil suprême musulman. À Londres, le ministre des colonies est Sir Winston Churchill. Il ne fait aucun cas des doléances arabes. Pour lui, l'essentiel, c'est d'assurer le contrôle de l'Angleterre sur ses conquêtes militaires. La Société des Nations ratifie le partage de la région. La Syrie et le Liban sont confiés à la France. L'Irak est mis sous mandat britannique. Ils y installeront sur le trône leur protégé Faisal, fils du shérif Hussein. Pour son frère aîné, Abdallah, ils vont créer un nouvel émirat en Transjordanie.
la Palestine est inclue dans le mandat britannique. Et les termes de la déclaration Balfour sont entérinés par la communauté internationale. Il y aura donc un foyer national juif en Palestine. On avait promis aux Arabes un grand royaume, uni et indépendant, mais on a créé plusieurs États séparés. Maintenant, la Palestine est entourée de frontières. Ici au nord, c'est la frontière avec la Syrie. Une image qui paraît anodine, mais qui signifie la fin d'un grand rêve pour les Arabes du Moyen-Orient. Les Anglais vont rester 30 ans en Palestine. Au port de Jaffa, c'est l'arrivée du premier haut-commissaire britannique, Sir Herbert Samuel. Il est juif. Quelques mois après sa prise de fonction, des émeutes causent la mort de 46 immigrants juifs. L'hostilité des Arabes grandit. Mais en 10 ans, la colonie juive reçoit 100 000 immigrants russes et polonais, et elle passe de 11 à 17% de la population globale. Ils chantent maintenant en hébreu. La langue des prières est ressuscitée pour devenir le ciment unificateur d'une nouvelle nation. Depuis 20 ans, les Juifs d'Europe et d'Amérique remplissent les petites tirelires en fer blanc du Fonds national. Des films de propagande donnent l'idée que la Palestine est une terre aride, un désert à défricher. On raconte la naissance de la première ville juive, Tel Aviv, et on oublie de signaler qu'elle se construit aux portes de la ville arabe de Jaffa. Pendant que des soldats en kilt succèdent aux occupants turcs d'hier, pendant que des jeunes femmes nouvelles venues d'Europe exhibent leurs jambes nues, que devient la population arabe? C'est simple, on ne la voit pas, on ne la filme pas, ou si peu. Juste quelques très rares images, celles de Nathan Axelrod, le précurseur du cinéma israélien. En regardant bien, en ralentissant un peu le film, on devine une réalité très différente de celle des colons juifs. Ici, c'est l'Orient. Sur la grande place de Jaffa, à la sortie de la municipalité, des écrivains publics. Et sur la plage, un spectacle exotique, un magicien. Ces images, trop calmes, ne montrent pas la colère qui monte. En 1929, les Arabes commémorent le 12e anniversaire de la déclaration Balfour par une grève générale. La même année, des affrontements autour du mur des lamentations dégénèrent et se propagent dans tout le pays. Il y a 133 morts juifs, 116 morts arabes. Ces cadavres sont juifs. Il n'y a pas d'image des morts arabes. La Société des Nations envoie des enquêteurs. De leur côté, les Britanniques annoncent qu'il n'y a plus de place en Palestine pour une immigration massive. Mais l'histoire de la Palestine ne s'écrit pas dans les rapports des commissions d'enquête. En Allemagne, Hitler accède au pouvoir. Les premières mesures anti-juives provoquent une recrudescence de l'immigration. Ils viennent d'Allemagne, mais aussi de toute l'Europe centrale. Ils sont 37 000 l'année où Hitler prend le pouvoir. 45 000 l'année suivante. 1935 est une année record avec 65 000 immigrants. C'est plus de juifs qu'il n'y en avait dans tout le pays 20 ans plus tôt. La révolte arabe explose en avril 1936. Le moufti Amin al-Husseini en tête
5 partis politiques palestiniens appellent au soulèvement général. Les notables, les chefs de village, les paysans, les commerçants. Ils se révoltent tous contre l'occupation britannique et contre l'immigration juive. Les premiers porte-paroles s'adressent à l'opinion britannique. The Arabs who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. La grève générale dure 6 mois. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens. C'est l'état d'urgence. Perquisition, contrôle, arrestation. Mais la révolte se durcit. Une vague d'attentats frappe les colonies sionistes et les installations britanniques. More British troops have landed at Haifa for the delicate job of stamping out the trouble in Palestine. You might call them the Kid Glove Army. They have to suppress assassins and bandits with the use of as little force as possible. On ne parle pas encore de terroristes. À Londres, les actualités filmées parlent de bandits et d'assassins. Il faut rassurer l'opinion en métropole, annoncer le prochain retour au calme. Les renforts acheminés en Terre Sainte auront vite fait d'y ramener la paix. Les bandits, les assassins, ce sont eux, les premiers chefs partisans palestiniens. Celui-ci est le commandant de la guérilla pour le secteur de Jérusalem, Abdelkader al-Husseini. Autour de lui, une armée de paysans et quelques centaines de volontaires venus des pays arabes limitrophes. Pendant ce temps, les Juifs construisent de nouvelles colonies. Des éléments préfabriqués, une barrière, une tour de garde, quelques cabanes. C'est la technique du fait accompli. En quelques heures, une nouvelle localité juive existe sur la carte, bâtie comme un camp retranché. La population se militarise. Avec l'aide de quelques instructeurs britanniques, on crée des unités d'élite. Toute la jeunesse juive est embrigadée dans des mouvements paramilitaires. Tous apprennent à se servir d'un fusil. C'est la naissance du citoyen soldat. Depuis 2 ans, Ben Gourion dirige l'exécutif sioniste, qui fonctionne comme un gouvernement. Alors que les Arabes s'épuisent dans une lutte inégale contre l'armée britannique, lui, il construit méthodiquement les bases d'un futur État. Quant à Jabotinsky, il exige une révision de la politique sioniste. En clair, il préconise la manière forte. Ses adeptes créent l'Irgun, un réseau clandestin qui lance des bombes et des grenades sur la population arabe. En octobre 1938, les Britanniques lancent une offensive finale contre les rebelles arabes. L'aviation bombarde les villages, la répression est impitoyable. Les ruelles sont élargies à la dynamite. Les leaders sont déportés. Les partisans sont pendus. Il y a des milliers de morts. En quelques mois, la grande révolte est écrasée. Elle a duré presque 3 ans et les Palestiniens s'en souviennent comme de leur première intifada.
En février, les Britanniques organisent une conférence de paix à Londres. La Seconde Guerre mondiale approche. Ils veulent s'assurer la loyauté de leurs alliés arabes, tout en évitant de rompre avec les Juifs. La délégation sioniste est conduite par Haïm Weizmann, président de l'Organisation sioniste mondiale. Les Palestiniens ne forment pas une délégation autonome. Ils sont inclus dans la délégation arabe, composée exclusivement de pays soumis à l'influence britannique. Pendant la Grande Révolte, ces pays avaient conseillé aux Palestiniens de faire confiance aux Britanniques. Le 17 mai, les Anglais publient un livre blanc qui contingente l'immigration juive et prévoit de la soumettre à l'accord des Arabes. Les sionistes sont furieux. Leur vieil ami anglais se transforme en ennemi, au moment même où la situation des Juifs d'Europe devient désespérée. Au printemps 1939, Ben Gourion crée le Mossad, l'ancêtre des services secrets israéliens. Au début, le Mossad est un réseau qui organise le voyage d'immigrés clandestins vers la Palestine. 17 000 Juifs européens seront sauvés par cette filière, une goutte d'eau dans la mer. À cause de leurs costumes et de leurs jaquettes bien repassées, on les appelle les Yékés. Il y a déjà un argot juif en Palestine. Pendant la guerre, 30 000 Juifs de Palestine s'engagent dans les rangs de l'armée britannique. Le pays sert de base avancée contre les forces de l'Axe et les Juifs fraternisent avec les soldats alliés. Les femmes de Tel Aviv tricotent pour la Royal Navy, comme celle de Londres ou de Paris. Pendant ce temps, à Berlin, des musulmans de Yougoslavie défilent devant le grand moufti de Jérusalem. Pour échapper à la répression, le leader palestinien s'était réfugié au Liban, puis il avait continué son combat nationaliste en Irak. En 1941, il espère la défaite de ses ennemis jurés, les Anglais. Il cherche l'alliance avec Hitler. À ce moment-là, personne ne sait qu'un génocide va décimer les Juifs. Et le moufti ne sait pas qu'il ne reverra jamais la Palestine. Ce n'est qu'après la capitulation allemande que le monde apprend l'ampleur du génocide nazi. On compatit devant l'horreur. On culpabilise. On semble enfin découvrir la question juive. Mais les frontières restent fermées. Dans les ruines de l'Europe, des centaines de milliers de survivants et d'apatrides se pressent dans les camps de personnes déplacées. Personne n'en veut. Dans tous les pays, les quotas d'immigration sont très stricts. Beaucoup de Juifs ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, là où leurs propres concitoyens les ont livrés à l'abattoir. Les envoyés sionistes leur offrent l'espoir d'une nouvelle vie. On leur dit que leurs frères les attendent en Palestine. À Jérusalem, Khalil Rad est photographe. Lui, il conserve la mémoire des Palestiniens. Il collectionne des milliers d'images, comme si un sentiment d'urgence le poussait à rassembler devant son objectif une société tout entière avant sa dispersion.
En 1946, le nationalisme juif n'est plus une utopie. Il y a 500 000 juifs en Palestine. Ils exigent des visas pour 100 000 rescapés du génocide. Ils ne parlent plus de foyer national, mais d'indépendance. Depuis 1942, Ben Gourion a fait prendre un tournant au mouvement sioniste. L'alliance avec les Britanniques est terminée. C'est à présent vers les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre, que son regard se porte. Tous les ans, les Juifs américains offrent 50 millions de dollars au sionisme. The late President of the United States, and only recently the joint resolution of the United States Congress asking for freedom of Jewish immigration, which will result in a free and democratic Jewish Commonwealth in Palestine. It was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. That no other people in the world made Palestine. No other people in the world was ever made by Palestine. À Tel Aviv, c'est le 1er mai. On chante l'Internationale en hébreu. La grande majorité des Juifs adhèrent à la gauche sioniste. Sous cette esthétique révolutionnaire se cache la politique réaliste de celui qu'on appelle déjà le vieux. Face à Ben Gourion, l'opposition de droite. Menachem Begin a succédé à Jabotinsky. Il revendique un grand État juif sur les deux rives du Jourdain, un État qui engloberait le royaume d'Abdallah. Mais pour le moment, droite et gauche s'unissent pour livrer la bataille de l'immigration et de l'indépendance. Begin, comme Ben Gourion, appellent à la lutte armée contre l'Angleterre. Le 22 juillet, l'Irgun fait sauter l'état-major des forces britanniques à Jérusalem. La Haganah, dirigée par Ben Gourion, l'Irgun de Menachem Begin et un groupe encore plus radical, le Stern, additionnent des centaines d'attentats. La violence est partout. Juifs, arabes, britanniques, tout le monde y participe. Et les victimes ne se comptent plus. Pendant ce temps, tous les jours, des bateaux surchargés d'immigrants illégaux forcent le blocus britannique. Lorsqu'ils sont arraisonnés, leurs passagers sont expulsés ou internés. Quelques-uns coulent en chemin avec leur cargaison humaine. À nouveau, les Britanniques perquisitionnent, contrôlent, fouillent. Mais cette fois, les stocks d'armes découverts sont importants et ils proviennent de leurs propres arsenaux. Des centaines de Juifs sont arrêtés. Des radicaux sont pendus. Mais les Britanniques sont pris au piège. Ils ne peuvent réprimer brutalement la révolte juive sans être accusés d'antisémitisme. En septembre, encore une fois, on réunit une conférence à Londres. La Palestine est devenue un fardeau trop encombrant. 5 mois plus tard, les Britanniques annoncent qu'ils vont remettre la question de Palestine à la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Ce jour-là, l'Assemblée générale ouvre un dossier qui ne quittera plus jamais son ordre du jour. Aucune terre au monde n'a donné lieu à autant de débats dans cette salle. In accepting the mandate from Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect. Face à face, un sioniste et un palestinien sont conviés à parler devant une commission politique. Un discours chacun, un même temps de parole. Henri Catan, le palestinien, est avocat à Jérusalem.
Il représente le Haut Comité arabe dirigé par le Grand Moufti. I come to you, sir, as a representative of the people of Palestine, as an Arab whose roots are deeply embedded in that tortured land. The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. Abba Hillel Silver, le sioniste, est un rabbin réformiste. Il vit à New York. Il représente l'agence juive dirigée par Ben Gurion. The Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Jewish people were your allies in the war and joined their sacrifices to yours to achieve a common victory. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable right. We hope that that people, now rebuilding again its national life in its ancient homeland, will be welcomed before long by you to this noble fellowship of the United Nations. Une commission de l'ONU part en Palestine. Sa composition est le fruit d'un savant dosage géopolitique. Un ancien gouverneur des colonies néerlandaises, un Suédois, un Canadien, un Australien, un Uruguayen, un Tchèque, un Péruvien, un Guatémaltèque, un Yougoslave, un Iranien et un Indien. Depuis 25 ans, c'est la 17e commission d'enquête en Palestine. Mais celle-ci va jouer un rôle capital. Pendant qu'ils inspectent, qu'ils essayent de comprendre et qu'ils cherchent une solution à une situation déjà très complexe, la Haganah prépare soigneusement une action pour les influencer. C'est l'affaire de l'Exodus. Le 18 juillet, l'Exodus est arraisonné par les Britanniques au large de Gaza. À son bord, 4500 immigrants illégaux, encadrés par des officiers de la Haganah. Ils refusent de se rendre. Il y a des morts, des dizaines de blessés. Les Britanniques ne cèdent pas. Les rescapés du génocide sont brutalement refoulés. Ils devront retourner en Allemagne. Plusieurs membres de la Commission des Nations Unies assistent à ces scènes tragiques et leur décision est prise, il faut mettre un terme au mandat britannique. Mais à qui transmettre la souveraineté? À qui appartient la Palestine? Les 11 diplomates hésitent. Finalement, 8 d'entre eux proposent de partager le pays en 2 États. Un État juif en bleu, un État arabe en gris, imbriqués l'un dans l'autre dans un tracé compliqué. Jérusalem aura un statut international et ne fera partie d'aucun des 2 États. Les Juifs reçoivent plus de la moitié du territoire, alors qu'ils ne constituent que le tiers de la population. Des centaines de milliers d'Arabes devront vivre sous un gouvernement juif. À l'Assemblée générale des Nations unies, le délégué syrien. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Tour à tour, les autres délégués arabes montent à la tribune. La Charte des Nations Unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple. La Palestine est arabe, elle doit le rester. Si les Européens veulent offrir un pays aux Juifs, s'ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu'ils leur donnent une terre en Europe.
Tous, ils expriment leur déception et leur colère. In the words of the greatest American, we have striven to do the right as God gives us to see the right. Jusqu'au bout, le délégué pakistanais essaye de convaincre qu'un partage provoquera un bain de sang. Avec l'Iran et la Yougoslavie, il propose un plan d'État fédéré. We did succeed in persuading a sufficient number of our fellow delegates to see the right as we saw it. But they were not permitted to stand by the right as they saw it. Our hearts are sad, but our conscience is easy. We would not have it the other way about. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. The United Kingdom, abstain. The United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Dès le lendemain, l'humiliation et l'angoisse jettent les Arabes dans les rues de Jérusalem. Ils disent « Ce qui a été écrit en noir à New York sera effacé en rouge en Palestine ». La foule attaque le centre commercial juif. Les Juifs ripostent par des plastiquages. 7 morts dès le premier jour. 160 les 2 premières semaines, 450 en un mois. Ce n'est pas une émeute, c'est la guerre qui commence. Une guerre qui se déroule sous le regard impassible des Britanniques, dont le mandat se termine dans 6 mois. « 1948. Cette année-là restera gravée dans la mémoire des Palestiniens et des Israéliens. Pour les uns la catastrophe, pour les autres la libération. Ben Gourion sait que le vote des Nations Unies n'est pour le moment qu'un morceau de papier. Il achète des armes en Tchécoslovaquie et décrète la mobilisation générale. Avant le départ des Anglais, il veut contrôler les régions arabes du territoire, élargir les frontières de l'État juif, attaquer plutôt que se défendre. Le 9 avril, un mois avant la fin du mandat britannique, l'Irgun et le Stern prennent le village de Deir Yassin, près de Jérusalem. Avant de le transmettre aux hommes de la Haganah, ils ont massacré tous les habitants, 250 hommes, femmes et enfants. Ben Gourion condamne le massacre. Mais Deir Yassin devient un symbole et un exemple. Au fur et à mesure de l'offensive, les villes et les villages arabes se vident. Les Palestiniens résistent, mais lorsque la défaite s'approche, ils s'en vont pour ne pas subir le sort de ceux de Deir Yassin. De plus en plus loin, de plus en plus nombreux. Un terrible exode, dont il ne reste que ces quelques traces. En tout, une dizaine de photographies et quelques mètres de pellicule. Au port de Jaffa, là où Nathan Axelrod avait filmé un magicien quelques années plus tôt, ils partent vers Gaza ou vers Beyrouth. Ils laissent derrière eux des villes désertes.
Ailleurs, il y a des ruines après la bataille, des cadavres dans les rues. Et une image, une seule image, montre des gens qu'on a rassemblés et que l'on emmène. Ils ont voulu rester, ils sont chassés de force. En un seul mois, le futur État juif s'est vidé de centaines de milliers d'Arabes. Ils sont allés vers ce qui reste de la Palestine. Gaza au sud, la Cisjordanie à l'ouest. Au nord, ils ont franchi la frontière vers le Liban ou la Syrie. Certains ont traversé le Jourdain. Maintenant, ils attendent la fin des combats pour pouvoir rentrer chez eux. Jusque-là, les leaders des pays arabes n'ont pas bougé. L'afflux des réfugiés les submerge. Ils doivent agir. Mais ils attendent la fin officielle du mandat britannique et ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Abdallah, de Transjordanie, a négocié secrètement avec les Juifs. Il leur a promis d'accepter leur État s'ils le laissent s'emparer du territoire promis à l'État palestinien. Farouk d'Égypte veut contrôler les ambitions territoriales d'Abdallah, mais ses généraux craignent une défaite militaire. Les présidents syriens et libanais, le régent d'Irak, eux sont sûrs de la victoire. Ils feront la guerre. Le 14 mai 1948 est une journée fatidique. Le dernier haut commissaire britannique quitte la Palestine. L'après-midi même, Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Quelques heures plus tard, à l'aube du 15 mai, les armées arabes entrent en Palestine. Partis d'Égypte, de Transjordanie, de Syrie, d'Irak et du Liban, ils se sont donné rendez-vous à Tel Aviv. Ils promettent la destruction de l'État juif, le renvoi des sionistes à la mer et le retour rapide des réfugiés. À Jérusalem, la bataille est très dure. La Légion arabe de Transjordanie assiège le vieux quartier juif. La Haganah doit capituler. Mais Abdallah reste fidèle à sa promesse secrète et il ne tente pas de pénétrer dans le territoire israélien. Le représentant palestinien Jamal B. Husseini. Le 20 mai, aux Nations Unies, il refuse le cessez-le-feu. As a member of the Arab League, the Palestine Arab population, as represented by the Arab Hair Committee, have a legitimate claim on the other members for assistance in the restoration of peace and order in their country. The troops of the states of the Arab League who have crossed the borders of Palestine from the neighboring countries on the termination of the mandate have therefore done so by the invitation of the people of Palestine. Le comte Bernadotte, médiateur suédois désigné par les Nations Unies. Le 11 juin, il réussit à imposer une trêve. Il est optimiste. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine.
Il va très vite changer d'avis. En parcourant le pays, il découvre les villages arabes détruits et l'ampleur de l'exode palestinien. Les rapports qu'il adresse à l'ONU inquiètent beaucoup les Israéliens. Pour eux, cet homme est dangereux. Le jeune Yitzhak Shamir, commandant du groupe Stern, donne l'ordre de l'assassiner. Et ses rapports le suivent dans sa tombe. Maintenant, les Israéliens sont bien armés et bien organisés. À la fin de l'année, les armées arabes sont vaincues. I think it's my duty to say that the Arabs of Palestine cannot go into any political discussion on the basis of any Jewish state in Palestine. Thank you, sir. Jamal Bey Husseini vient de s'exprimer pour la dernière fois dans l'enceinte de l'ONU. Nous sommes toujours en 1948. Le prochain discours d'un représentant palestinien aux Nations Unies sera celui de Yasser Arafat en 1974, dans 26 ans. Pendant la guerre, l'État d'Israël a gagné 4000 km² sur le plan de partage. Grâce au départ des Palestiniens, sa population est maintenant presque entièrement juive. Jérusalem, qui devait avoir un statut international, est coupée en deux. Sa partie ouest devient la capitale d'Israël, sa partie est passe sous domination jordanienne. Les territoires de Cisjordanie et de Gaza sont restés sous contrôle arabe. Selon le plan de partage, un État palestinien aurait dû y voir le jour. Mais la bande de Gaza est mise sous administration égyptienne et la Cisjordanie est annexée par le roi Abdallah. Au lieu d'un État pour les Palestiniens, les Nations Unies créent un office d'assistance aux réfugiés arabes, l'UNRWA. En 1949, on dresse les premiers camps de tentes et on distribue des cartes qui donnent droit à des rations alimentaires. « 200 000 cartes sont attribuées en Cisjordanie, 180 000 dans la bande de Gaza, 100 000 au Liban, 60 000 en Jordanie, 70 000 en Syrie. Ce sont surtout les paysans, ceux qui ne possèdent rien, qui sont dans les camps. 200 000 autres exilés ont pu survivre sans faire appel à la charité internationale. En tout, ils sont plus de 800 000. That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Par les hasards de l'alphabet, la place qui est attribuée à la délégation israélienne se trouve entre le fauteuil du Liban et celui de l'Irak. Mais pendant que les délégués israéliens arrivent, les Arabes quittent la salle en signe de protestation. Pour devenir membre des Nations Unies, Israël a pris l'engagement officiel de permettre le retour des réfugiés palestiniens. Mais cette résolution ne sera pas respectée. Au contraire, l'une des toutes premières lois votées en Israël réquisitionne tous les biens dont les propriétaires sont décrétés absents. Dans la vieille ville de Jaffa, des Israéliens s'installent dans les meubles de ceux qui ne sont plus là. Les belles demeures des notables de Jérusalem sont attribuées à des militaires ou à des fonctionnaires. Partout, des immigrants juifs posent leurs valises dans les villes arabes abandonnées. Au début des années 50, Israël accueille 700 000 juifs venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Presque le même chiffre que celui des Palestiniens exilés. Ils n'ont pas connu l'antisémitisme dont les Juifs européens ont été les victimes. Mais depuis 1948, les Arabes les considèrent comme des traîtres. Ils ont préféré partir. Pour eux aussi, on dresse des tentes. Et leurs premières années en Israël seront très dures. Une nouvelle vie commence, mêlée d'espoir et de nostalgie.
Il ne reste que 150 000 Arabes dans l'État juif. Pour eux, ce sera l'administration militaire, le couvre-feu, la censure, l'interdiction de circuler sans laisser passer. Ils sont citoyens israéliens, mais leurs droits sont limités et ils sont coupés de leurs frères, tous les autres Palestiniens qui sont à l'extérieur. Le village de Bissan n'existe plus. La ville israélienne de Beit Shean l'a remplacé. Les camps de réfugiés, eux, existent toujours. Aujourd'hui, plus de 2,5 millions de Palestiniens reçoivent encore des rations alimentaires dans les camps de l'UNRWA. 20 ans après ces premières images, les enfants des camps vont prendre un fusil. Ce sera l'OLP. Plus tard, une deuxième génération de réfugiés se soulèvera. Ce sera l'intifada. En Palestine, à la fin du XIXe siècle, 85% de musulmans, 15% de chrétiens et 5% de juifs cohabitent paisiblement sous la domination des Turcs. Après la Première Guerre mondiale, le pays passe sous mandat britannique, pendant que les pogroms antisémites puis le génocide nazi font venir d'Europe des centaines de milliers de survivants, qui veulent créer ici un foyer national, enfin à l'abri des persécutions. Dès les années 30, cette immigration massive inquiète les Arabes, qui se révoltent et sont durement réprimés par les Britanniques. En 1947, voulant mettre un terme à la violence et aux revendications, les Nations Unies décident le partage du pays en 2 États, juifs et palestiniens. Les Arabes refusent le partage. C'est la guerre, la victoire des Juifs et l'exode pour 800 000 Palestiniens chassés de leurs terres. Peuplé d'immigrants, l'État d'Israël est né. Dans les années 50, il devient un État moderne, d'allure occidentale. Pendant ce temps, sous les tentes des camps de réfugiés, les Palestiniens attendent le retour sur leurs terres.
un camp de réfugiés palestiniens à la fin des années 50. Le provisoire s'est établi. Des masures ont remplacé les tentes, mais on n'oublie pas. Ici, chaque ruelle porte le nom d'un village perdu. Tous les enfants sont scolarisés par les Nations Unies. C'est ainsi, grâce à la mauvaise conscience internationale, que les Palestiniens deviennent le premier peuple arabe entièrement alphabétisé. Yasser Arafat, lui, est collégien au Caire. Né à Jérusalem, il n'a connu ni l'Exode ni les camps. En 1953, il préside l'Union des étudiants palestiniens. On parle de libération et de retour. On réfléchit aux moyens de lutter. En 1958, ingénieur au Koweït, il va créer la première organisation de combat palestinienne, une organisation clandestine, le Fatah. Nasser. Il a déjà nationalisé le canal de Suez en 1956, en tenant tête à Israël, à la France et à l'Angleterre. Dans les années 60, pour les Palestiniens comme pour tous les Arabes, il symbolise la liberté, le progrès et l'unité. En janvier 1964, Nasser propose au chef d'État de la Ligue arabe de créer une organisation pour la libération de la Palestine. Ben Bella, l'Algérie, Aref, l'Irak, Ibn Saoud, l'Arabie, Bourguiba, la Tunisie, Hussein, la Jordanie. Tous s'engagent à soutenir l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP. Les Palestiniens paieront un impôt à l'OLP. Ils auront un parlement et des brigades armées et un président. Ahmad Choukeri, avocat, diplomate, palestinien très proche de Nasser, il rédige la charte et les slogans de l'OLP. Unité, mobilisation, libération. Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles? Et cette possibilité n'existe pas. Il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. C'est la première doctrine de l'OLP, le refus du partage. C'est aussi la doctrine de tous les pays arabes. Ils refusent de reconnaître Israël, qui existe depuis 15 ans déjà, et qui compte 2,5 millions de citoyens. Autant que les Palestiniens, maintenant dispersés dans tout le Moyen-Orient. En Israël, ils sont citoyens, mais soumis à des lois d'exception militaire. En Jordanie, on les naturalise. Partout ailleurs, ils n'ont pour toute identité qu'une carte de réfugié. Le retour est interdit. Alors des réfugiés essaient de passer clandestinement les frontières. Peu à peu, les infiltrations deviennent des expéditions armées. Raids, embuscades, représailles. C'est l'escalade, angoissante et meurtrière. Angoissante aussi la puissance militaire de l'Égypte, armée et conseillée par l'Union soviétique, qui inquiète les Occidentaux autant qu'Israël. En mai 67, le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, fait le tour des capitales occidentales. On craint le pire pour Israël. L'agression nous entoure de tous côtés. Plusieurs pays arabes se sont obligés à donner expression à une attitude hostile. Cependant, c'est Nasser qui dirige et organise cette agression qui pèse si lourdement sur notre région et sur le monde entier. C'est lui qui annonce publiquement que l'heure est venue de détruire notre pays, qui est le dernier espoir d'un peuple qui, depuis plus de 3000 ans, joue un rôle historique dans l'élaboration de la civilisation mondiale. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent.
Mais quelques jours plus tard, c'est Israël qui attaque. Le 5 juin 1967, au matin. En 3 heures, toute l'aviation égyptienne est anéantie. Le lendemain, la Jordanie et la Syrie entrent en guerre. Mais 6 jours plus tard, tout est fini. Une victoire éclair qui éblouit l'Occident. 25 700 morts, 25 000 Arabes et 700 Israéliens. Pour Israël, le triomphe. Pour les Arabes, la douleur et l'humiliation. En 6 jours, d'immenses territoires sont conquis. Gaza, Cisjordanie, Sinaï, Golan. Partout, le drapeau juif flotte sur les bâtiments publics. Et enfin le symbole. Le mur des lamentations dans le secteur arabe de Jérusalem est aux mains d'Israël. Moshe Dayan, ministre de la Défense, et Yitzhak Rabin, chef d'état-major, pris sur les vestiges du temple de Salomon. Pendant que déjà, les bulldozers rasent les murs qui séparaient la ville en deux. 20 ans après le partage qui lui a donné naissance, 18 ans après ses premières conquêtes, Israël a maintenant quadruplé la superficie que lui avait attribuée l'ONU. Les territoires occupés comprennent Gaza et la Cisjordanie. Peuplées d'1 million de Palestiniens, elles font partie des régions de Palestine où l'ONU prévoyait la création d'un État arabe. Le plateau du Golan, territoire syrien de grande valeur stratégique qui surplombe les localités israéliennes de Galilée et la route de Damas. Le Sinaï égyptien, un désert peuplé de quelques tribus bédouines mais qui recèle du pétrole. À l'unanimité, l'ONU vote le retrait israélien des territoires occupés. C'est la résolution 242, qui constitue encore aujourd'hui la base légale de tous les plans de paix israélo-arabes. Imprécise et ambiguë dans ses termes, elle n'a encore jamais été appliquée. Sur les ponts du Jourdain, détruits par la guerre, ils sont 250 000. Réfugiés pour la seconde fois. Ils vont de l'autre côté, en Jordanie, poussés par les bombardements, par la peur de vivre sous l'occupation israélienne, et parfois par la force, par les Israéliens qui leur ont fourni des camions et leur ont fait signer l'engagement de ne pas revenir. Je tiens à affirmer de la façon la plus catégorique qu'Israël n'a expulsé personne. Sont partis de leur plein gré. Des réfugiés qui, sachant qu'ils pourraient continuer à recevoir de l'assistance en Transjordanie, préféraient se trouver parmi les leurs. Si nous les avions empêchés de partir, on nous aurait sans doute accusés de restreindre leur liberté de mouvement. Il faut tout recommencer, assiéger les locaux des Nations Unies, comme il y a 20 ans déjà. Quémander une place dans un camp, un laissez-passer. Encore plus loin du village d'origine, plus loin de la Palestine. From the morning till we close down, a stream of people come, one after the other. Là-bas sur le Golan, on implante déjà ce qu'on appelle des colonies. Autour de Jérusalem, on fait place nette. On exproprie, on rase, on trace des routes. On invoque des raisons de sécurité pour détruire des villages entiers.
دار مهدوم في خيم بين الأرض والسماء. في خيم؟ آه. يعني تترك البلد؟ لا ما بتركه، لازم أبقى في وطني ولو ما فيش شيء. En Israël, c'est la démocratie. Mais dans les territoires occupés, en Cisjordanie et à Gaza, la population entièrement palestinienne est placée sous administration militaire. Privée de droits civiques. Soumise au contrôle des services de sécurité. Humiliation, grève de protestation. Premier couvre-feu. Un cycle infernal commence. Très vite, il y a des opérations de résistance, des soldats tués, des attentats. 2000 arrestations les 2 premières années. Presque tous emprisonnés sans être jugés. La prison forge les consciences et développe les réseaux clandestins. C'est le temps des premières grèves de la faim. C'est le temps aussi où, à l'extérieur, dans les pays de l'exil, les Palestiniens prennent la lutte armée des Algériens et des Vietnamiens comme modèle. Et c'est l'heure de Yasser Arafat, qui prend la direction de l'OLP. We wait and wait for a long time. From 48 till now. Waiting for the United Nations. But nothing had been done, except more refugees. So, we think that the only way is to carry our arms and to fight. You see, we are aiming to establish our Arabic Palestinian states, as I told you, in which Muslims, Jews, and Christians can live in peace, friendship, and justice. A democratic state. And what will be the boundaries of the state you want to establish? The original boundaries, from the sea to the river. De la mer au Jourdain. C'est l'ancien territoire de la Palestine qu'occupe maintenant entièrement Israël. La logique d'Arafat, c'est aussi celle d'un seul État pour tous, juifs et palestiniens, sans exclusion. Arafat continue à refuser le partage. Alors pour réaliser le rêve, dans les camps, on prépare la lutte armée. Fatah, Front populaire, Front démocratique. Même les enfants sont entraînés à la lutte armée. Ils seront fédaïns. Ils donneront leur vie pour la cause. Ils donneront aussi la mort. Civils ou militaires, les Israéliens vont payer le prix de la victoire. C'est le temps cruel des colis piégés et des bombes dans les cinémas, les lieux publics et les marchés. En 1970, Golda Meir devient Premier ministre. On l'appelle la grand-mère d'Israël. Et cette grand-mère dispose du budget militaire le plus élevé au monde, 20% du produit national brut. נולדו בארץ. אני מעולם לא הסכמתי לקנות להם צעצוע שיש לזה איזה קשר למלחמה. לא רובה ולא אקדח ולא טנק אף פעם. מפני שרציתי להאמין שכאשר ילדים שלי יגדלו, כבר לא תהיינה מלחמות בעולם. טעיתי.
הילדים שלי גדלו כאן, ומגיל צעיר מאוד הם היו במאבקים. הם היו בגיל צעיר מאוד, היו בהגנה, להגן על היישוב העברי בארץ. כך היה לנו, הייתה מלחמת העולם. אחר כך היה לנו מאבק עם הבריטים. אחר כך הייתה מלחמת השחרור. אחר כך הייתה מלחמת סיני. זה היה בניגוד לרצוננו, למחשבתנו, לחלומות שלנו. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אשרנו שבמדינה הזאת יהודים יכולים להגן על חייהם. Pour elle, il n'y a pas de peuple palestinien. Il n'y a que des ennemis qu'il faut chasser. Israël venge ses morts au centuple, frappe tous les fédayines, partout où ils se trouvent. Georges Habash. Il a fondé le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Nationaliste et marxiste, radicalement opposé à tout compromis. En septembre 1970, convaincu que Nasser et Hussein s'apprêtent à traiter avec les États-Unis et Israël, il invente le détournement d'avions. Et comme ce sont des Occidentaux qui sont pris en otage, pour la première fois des Palestiniens font la une des journaux. Il n'y a pas de victime à Zarqa, mais le roi Hussein de Jordanie a compris le message. Le 17 septembre, pour chasser l'OLP, il engage une terrible offensive dans sa propre capitale, Amman. Il n'existe presque pas d'image de ces journées de septembre qui font au moins 3000 morts parmi les fédayines. Dans les territoires occupés, l'on vit au rythme des couvre-feux et des nouvelles de l'extérieur. Nasser est mort. Et les transistors annoncent aussi le désastre de Jordanie. Ce mois de septembre est bien noir pour les Palestiniens. L'OLP est durement frappé. Le protecteur égyptien est mort et la libération semble à nouveau bien lointaine. Avec Arafat, 50 000 Palestiniens quittent la Jordanie, d'abord pour Damas, puis pour le Liban où l'État est trop faible pour contrôler leur action. Maintenant, le terrorisme va se déchaîner. Et pour commencer, le Premier ministre jordanien, Wasfi Tal, assassiné pour venger les morts d'Amman. Ensuite, c'est l'Occident qui paye pour son soutien à Israël. En Hollande, en Italie, en Allemagne. Septembre 72. Aux Jeux olympiques de Munich, les athlètes israéliens sont pris en otage. Pour le monde entier, les Palestiniens oubliés existent, mais ils ont maintenant ce visage, la cagoule du terroriste. Et le monde entier a peur. Les Allemands donnent l'assaut. Les fédayines, les athlètes, presque tous sont tués. Un communiqué triomphal signé d'un sigle inconnu, Septembre Noir, revendique l'attentat. Le communiqué vient de Beyrouth.
Au Liban, ils sont 600 000 Palestiniens dans un pays grand comme un mouchoir de poche. À l'entrée des camps de réfugiés et devant les bureaux de l'OLP, des Palestiniens en armes font la police. There is no organization called Black September within the frame of the PLO. We believe that Black September is a legitimate child of the September massacre in Jordan. September is a state of mind amongst the Palestinians. The Palestinians have been frustrated for the last 20 years. The world has not listened to them. They have been living in caves, in tents, under the worst conditions, under the worst situation that a human being can live. They have appealed to the United Nations. They have asked the whole world to understand their cause, to give them back their rights, to send them back to their homes. But nobody listened to them. So it is normal to have such phenomena amongst the Palestinians. Un an plus tard, Kamal Nasser sera assassiné, ici, à Beyrouth, par un commando israélien. La guerre de l'ombre fait rage. Israël effectue des raids sur les camps et les bases du Liban, piège des voitures, expédie des colis explosifs aux représentants de l'OLP partout dans le monde. Hassan Kanafani, Abou Youssef Nadjar, Kamal Adwan, Wael Zouatir, Mahmoud Amshari, toute une génération de dirigeants de l'OLP décimés par le Mossad. Le jour de Kippour, la fête du Grand Pardon. Les Égyptiens ont traversé le canal de Suez et 800 chars syriens déferlent sur le Golan. Les réservistes se précipitent au front, mais il est déjà trop tard. 3 semaines plus tard, grâce à l'assistance militaire américaine, les Arabes sont stoppés. Israël n'a pas perdu la guerre, mais cette fois le prix est lourd. 2500 morts. Pour Anwar el-Sadat, la défaite est presque une victoire. Il a plongé Israël dans le deuil et dans le doute, il a lavé l'affront de la guerre des 6 jours. Il va maintenant pouvoir préparer la paix des braves. En Israël, c'est encore la terreur quotidienne. À Maalot, une petite ville frontalière peuplée d'immigrants, les enfants d'une école sont pris en otage par un commando venu du Liban. L'armée israélienne ne cède pas au chantage et donne l'assaut. Les Fédayines sont tués et avec eux, 21 enfants. L'OLP ne condamne pas la prise d'otages de Maalot. Des enfants, il en meurt aussi beaucoup dans les bombardements israéliens. Le comité exécutif de l'OLP fonctionne comme un gouvernement. Aux côtés d'Arafat, Abou Iyad, numéro 2 du Fatah, considéré par le Mossad comme le cerveau de l'attentat de Munich. Comme d'autres, il a évolué. Il pense qu'il faut changer de stratégie et que la lutte armée doit maintenant déboucher sur le combat politique. Après 26 ans de silence forcé, un Palestinien va enfin parler devant les Nations Unies. Les gouvernements occidentaux ont eux aussi évolué. On soutient toujours Israël, mais les Arabes tiennent la clé du pétrole. C'est une arme qui pousse les Occidentaux à négocier et à entendre la voix des Palestiniens. سيادة الرئيس، إنني كثائر من أجل الحرية
إنني ثائر من أجل الحرية، وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Il a parlé, mais il n'a pas prononcé le nom d'Israël. « 1977, c'est la 10e année de l'occupation. Il y a déjà 80 colonies juives en Cisjordanie et à Gaza. My personal motivation and that of the people who came with me was a religious national motivation, which included two commandments. One of them was to rescue the land of Israel from desolation. As you can see around, it's desolate. And the other was to rescue the land of Israel from foreign domination. That means in an area which Israel controls, because of repelling a war of aggression by Jordan and in self-defense, we feel Israel should establish its presence here permanently. Menachem Begin, le leader de la droite israélienne, est Premier ministre. La colonisation des territoires occupés devient une priorité absolue. Il ne rendra pas un pouce de la Cisjordanie qui a retrouvé son appellation biblique de Judée-Samarie, ni du Golan, ni de Gaza. Pourtant, c'est Begin qui va accepter de rendre le Sinaï à l'Égypte, qui est maintenant sous influence américaine et ne constitue plus un danger pour Israël. Le 19 novembre 1977, la fin d'un tabou. À la tribune de la Knesset, le Parlement de Jérusalem, Sadat est le premier dirigeant arabe à reconnaître Israël. C'est Jimmy Carter, le président américain, qui a fixé les grandes lignes de la négociation. La paix, en échange des territoires, une patrie pour les Palestiniens. En tendant la main à Golda Meir, à Yitzhak Rabin, à tous les Israéliens qui l'ont acclamé pendant 3 jours, Sadat joue son avenir politique et risque sa vie. Les Arabes ne lui pardonneront pas ce voyage dont les promesses ne seront pas tenues. La paix signée 1 an plus tard ne sera qu'une paix séparée entre l'Égypte et Israël. Et le projet d'autonomie qu'elle prévoit pour les Palestiniens restera sans suite. L'Égypte sera exclue de la Ligue arabe et Sadat sera assassiné en 1981. Beyrouth et le Liban ont sombré dans la guerre civile. Au premier plan, Hafez el-Assad, le puissant voisin syrien. Froid, incontournable et manipulateur. Il joue des renversements d'alliance au gré de ses intérêts. Sur le terrain face à face, Pierre Gemayel, dirigeant maronite à la tête du parti de droite, les Phalanges,
Il pense qu'il faut chasser les Palestiniens du Liban. Et Kamal Jumblat, le chef des Druzes, est de la gauche. Il a trouvé en Yasser Arafat un allié naturel. Et tous deux se confortent mutuellement. En 1978, l'échiquier libanais s'ouvre à un nouvel acteur. Begin va, lui aussi, intervenir au Liban. Just a moment, just a moment. Do I have the right to make an opening statement? And then I'll answer all your questions, except those which I will not answer. I had a very serious talk with the Secretary General of the United Nations. The first topic I brought to him is the situation in southern Lebanon. I brought to his knowledge this map. This is the Litani River. This is the Litani River, and this is our northern border. And the red color means a Muslim village or township. The blue color, a Christian village or township. The green color, a Druze village or township. And now everybody can see that the Christian villages are an island surrounded by a sea, by an ocean of Muslim and villages and townships. They are all completely outnumbered. Now in this area there are 5,000 members of the so-called PLO, all of them armed with Soviet arms and with Soviet artillery. And from all those Muslim villages, there comes every night a barrage of artillery and mortar fire on these single Christian villages. We helped them. Were it not for our help, they would have been wiped out. Nobody else does help them. En mars 1978, l'armée israélienne envahit le sud Liban jusqu'au fleuve Litani. 900 morts, 3000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri dans la population civile libanaise et palestinienne. L'ONU intervient. Israël se retire mais en gardant une zone de sécurité au nord de sa frontière, un nouveau territoire occupé. Juillet 1980. Jérusalem est décrétée capitale éternelle d'Israël. Le secteur arabe est maintenant annexé. Décembre 1981, c'est le tour du Golan, annexé. Avril 1982, en application des accords de paix avec l'Égypte, le Sinaï est restitué, malgré la résistance des colons israéliens évacués de force. Prochain objectif, Beyrouth. Une guerre se prépare, un face-à-face entre Israël et l'OLP. La ville est coupée en deux par 12 ans de guerre civile. À l'est, le réduit chrétien tenu par les phalangistes, alliés d'Israël. À l'ouest, dans le secteur à majorité musulmane, les camps de réfugiés palestiniens, Sabra, Shatila, Borj al-Barajneh et Fakani, le quartier où se trouve le siège de l'OLP, cible choisie par Israël. Le 6 juin 1982, les Israéliens entrent une nouvelle fois au Liban. Cette fois, ils ne s'arrêtent pas, remontant vers le nord, détruisant les bases, ratissant les villes, tuant et arrêtant des milliers de Palestiniens et de Libanais. Une semaine plus tard, ils encerclent Beyrouth-Ouest. Pour la première fois, Israël est aux portes d'une capitale arabe. Ariel Sharon, ministre de la Défense, applique un plan mis au point depuis 2 ans. Installer un pouvoir phalangiste au Liban et anéantir l'OLP une fois pour toutes. Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les Fédayines,
mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion, le napalm, le phosphore, les missiles. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale. Now, ladies and gentlemen, so we didn't enter Beirut, and we hesitated. Yes, indeed, I'm not ashamed to admit hesitations. It's human. But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut and Lebanon. None of them will be left, I can assure you. None of them. Il y a déjà 10 000 morts. Alors Arafat accepte les conditions dictées par les Américains. Le départ de l'OLP contre celui des forces israéliennes et la protection des civils palestiniens par la France, l'Italie et les États-Unis. Jour de deuil. Le 30 août, les 14 000 fédayines survivants quittent Beyrouth. De l'eau de fleurs d'oranger et des rafales de Kalachnikov. Beaucoup sont nés ici. Ils laissent leur famille et ils pleurent une deuxième patrie. Ils seront dispersés en Afrique du Nord, au Yémen, au Soudan, en Irak, loin, toujours plus loin de la Palestine. Une fois de plus, les promesses américaines ne sont pas respectées. L'armée de Sharon entre à Beyrouth-Ouest et devant l'état-major de l'OLP stationnent les tanks israéliens. Sabra et Shatila. 3000 morts. Des femmes, des enfants, des vieillards, massacrés par les phalangistes à la hache, au couteau, au revolver. L'armée d'Israël était là, tout près. Elle a tout vu, elle a laissé faire. Ces images partout ont choqué. Partout et surtout en Israël. Ils sont 400 000. 1/10 de la population israélienne. Contre Sharon, contre Begin, contre cette guerre et ces massacres. Israël est déchiré. Begin, condamné à la démission. Mais son successeur, Yitzhak Shamir, maintiendra l'armée au Liban pendant encore 3 ans. Pour lui, la guerre était un succès, malgré la contestation en Israël qui se radicalise. À Tunis, Arafat reçoit des Israéliens. C'est la photographie du premier dialogue. Avec Uri Avneri, ex-député, rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire. Et avec le général Mati Peled, héros de la guerre des 6 jours. זה לא מפריע לך להיפגש עם יאסר ערפאת דווקא בימים כאלה כשמתבצעים פיגועים בישראל מטעם אש"ף? אני חושב להפך, המצב הנוכחי שהוא חמור מאוד וכרוך בהרבה מאוד קורבנות קשים לשני הצדדים מחייב לשנס את המותניים ולנסות ולהביא סוף למתיחות הזאת בכל דרך אפשרית, ודווקא המתיחות הקיימת היא שעושה את השליחות שלנו לכל כך דחופה וכל כך חשובה. Il risque la prison, car Shamir fait voter une loi interdisant aux Israéliens de rencontrer des membres de l'OLP. Mais pour les Palestiniens qui dialoguent, c'est la mort. Issam Sartawi, représentant de l'OLP à l'international socialiste, tué à Lisbonne en 1983. Saïd Amami, représentant de l'OLP à Londres, tué en décembre 1972. Azedine Kalak, représentant de l'OLP à Paris, tué en août 1978. Naïm Kader, représentant de l'OLP à Bruxelles, tué en juin 1981. Des Palestiniens exécutés par un Palestinien, Abu Nidal. Un homme mystérieux et qu'on dit manipulé par l'Irak, la Libye, certains disent aussi par Israël. Gaza.
Bientôt 20 ans que dure l'occupation israélienne. Dans les camps de réfugiés, des centaines de milliers de Palestiniens vivent entassés dans des conditions misérables. En Cisjordanie, ce sont des ouvriers palestiniens qui construisent les colonies juives. Déjà 250 000 colons juifs sur 40% des terres. Toujours le fait accompli. Il fait encore nuit lorsque les ouvriers arrivent au barrage militaire. Par mesure de sécurité, ils sont longuement contrôlés et fouillés. Pas de sécurité sociale, la moitié du salaire d'un ouvrier juif. Au petit matin, c'est l'autobus pour les chantiers et le soir, ils repasseront par les mêmes humiliations. بنقول للعالم كليته رسالة واحدة SOS بالإنجليزي الحقونا وإلا فقدتمونا. الحقونا وإلا فقدتمونا لأنه الآن إحنا في حالة أصبحنا تحت الصفر. لا لأنه إذا أنا ما اشتغلتش أولادي كلهم بيموتوا من الجوع. Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont que des pierres. C'est l'intifada, le soulèvement. Pendant 20 ans, ils ont attendu d'être libérés par l'OLP. Maintenant, les Fédayines sont trop loin. À Alger, à Tunis. Alors pour en finir avec l'occupation, ils prennent la relève. En un mois, 1500 arrestations. En 3 ans, des dizaines de milliers de jeunes vont connaître la prison. Tous les jours à midi, grève des commerçants. Grève des taxes et des impôts aux occupants. Les Palestiniens qui collaborent avec Israël sont tués. Un état-major clandestin est en liaison constante avec Tunis. Il diffuse les mots d'ordre, photocopiés des milliers d'exemplaires et déposés la nuit devant les portes. C'est Abu Djihad qui depuis Tunis est chargé des contacts avec les territoires occupés. Considéré comme le commandant en chef de l'intifada, il est assassiné par un commando israélien. Depuis Alger, l'OLP a proclamé l'indépendance de l'État de Palestine. Dans les territoires occupés, il défile masqué. Et les femmes cousent les drapeaux du rêve. Désormais, Arafat s'adresse publiquement aux Israéliens. Jour après jour, phrase par phrase, il concède. Il prononce les mots attendus. The PLO parliament, the Palestinian parliament, the PNC had accepted 2 states, Palestine state and Jewish state, between brackets, Israel. I repeat for the record that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. All forms of terrorism, including individual, group, and state terrorism.
We want peace. We are committed to peace. We are committed to peace. We want to live in our Palestinian state. We want to live in our Palestinian state and let live. And let live. Thank you. In his Geneva speech, Arafat did not announce that he recognizes Israel's right to exist. He ostensibly renounced terror, but at the same time hailed what he calls his struggle of liberation. We shall not negotiate with the PLO under any conditions, nor recognize it. From our point of view, the PLO is no partner for any peace process. It is a terrorist organization aimed at undermining our national existence and bringing about the destruction of the state of Israel. Shamir est sourd aux concessions d'Arafat. Mais dans la rue, en Israël, le débat s'est ouvert. אנשים באים אליי ואומרים לי, הקיבוצים שלכם נמצאים על אדמות ערביות. בוודאי. בטח שהקיבוצים שלנו נמצאים על ערביות. אין יישוב בארץ שלא נמצאים. תשחרר אותם, עזוב אותם, תן להם אותם חזרה. לא, מה שאני אומר זה, אנחנו טוענים שכל ארץ ישראל שייכת לנו. הם טוענים שכל ארץ ישראל שייכת להם. בוא נהיה אנשים בוגרים ונעשה חצי-חצי. לא רצו, הם התנגדו. היה חצי-חצי. עכשיו שהפסידו, שיחזירו לנו את הבחורים שמתו. הרגע שהם יעזבו את הטרור והכירו במדינת ישראל. אבל אתה איזה ערבות יש לך שהם יעזבו את הטרור? איזה ביטחון? הם יבואו ויגידו לך אני עזבתי את הטרור הזה? אני רואה דבר כזה. ההסכמים האלה הם לא יקחו חודש, חודשיים, מה-1 בנובמבר, ב-10 בנובמבר כבר יהיה שלום. כן, זה ייקח לפחות 3-4 שנים כל הדבר הזה. הם רואים שהם לא עומדים בהסכם שלהם, אנחנו לא צריכים לעמוד בהסכם שלנו. למי לתת? הם באים, הולכים, גם ערבים ילכו מכאן. היו רומאים, היו ביזנטים, היו 12 אימפריות גדולות היו רק. חוץ מקטנים. וכולם אני צריך לתת בית שלי. שהיה להם כוח. ג'יהאד, ספרד, אתה לא רוצה לתת לערבים? מה ששמעת בתעבורה ושומרון? מה עם שומרון? שומרון יש שם רק ערבים. מה אתה מדבר? אבל מה אכפת לי? ופה לא היו ערבים. לפני 100 שנה גם פה לא היו יהודים. גם פה לא היו יהודים. הנה המסגד שלהם. הנה המסגד. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים. אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés, ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé.
La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain, a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Venus de toute la diaspora, les délégués palestiniens doivent répondre aux propositions américaines pour négocier l'avenir des territoires occupés à des conditions que beaucoup jugent inacceptables. George Habash, le vieil adversaire d'Arafat, est à la tête de ceux qui refusent. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستندون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية أي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75,000 شهيد من أجل حكما ذاتيا. Le plan américain ne prévoit que des négociations pour un statut intérimaire des territoires occupés. Des négociations sans l'OLP. Rien encore sur le retour des réfugiés. Arafat sait que c'est à la fois la dernière chance et un premier pas vers la paix. Mais il est bien seul pour convaincre. Tous ses compagnons les plus proches sont morts, assassinés. « 256 pour, 68 contre, 12 abstentions. Arafat a gagné. Le nouvel ordre mondial. George Bush et Mikhail Gorbatchev ouvrent la conférence de la paix. Pour la première fois, tous les voisins d'Israël sont là pour négocier. La Syrie, la Jordanie, le Liban ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Shamir, lui, s'est déplacé en personne pour mieux défendre sa position. Il ne cédera rien. L'OLP et Yasser Arafat sont absents de la négociation. Mais la Palestine est là, représentée par Haïdar Abdel Shafi, un militant des territoires occupés. C'est un événement. Pour la première fois, un Palestinien négocie directement l'avenir de son peuple et il a été officiellement mandaté par Yasser Arafat. James Baker, Pax Americana. Les derniers vents de la tempête du désert ne sont pas encore retombés. Ce jour-là, le 30 octobre 1991, ils n'ont pas fait la paix, mais ils lui ont ouvert la voie. L'espoir est enfin là. L'espoir de voir se dessiner sur la terre de Palestine des frontières qui se cherchent et qui feront la part du droit, de la justice et de l'histoire.